Aujourd'hui, dans les Ronces, nous avons la joie d'accueillir Emma, qui est responsable de production au Périscope. La première chose que je me suis dite quand on a parlé de son parcours et ses projets, c'est où trouve-t-elle le temps de faire autant de choses à la fois ? On sait à quel point ça peut être énergivore de travailler dans la culture tout en ayant des engagements militants. À côté de son travail au Périscope, elle est aussi responsable de l'antenne lyonnaise She Said So. Pour celles qui ne connaissent pas, She Said So tend à mettre en relation les femmes et les minorités qui travaillent dans la musique, mais c'est aussi une réflexion collective pour faire face au sexisme encore bien présent dans notre milieu. Dans cet épisode, nous allons parler de santé mentale, évidemment de militantisme, mais aussi du monde des musiques actuelles. Il y a des artistes qui sont mortes du sexisme, puis des violences patriarcales. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a envie de te baiser. Et personne n'a envie de te baiser parce que t'es là avec ton bail au cul. Il n'y a pas besoin des hommes. J'étais vraiment la plante verte. J'étais là pour décorer. Toujours attention à ne pas prendre trop de place, à ne pas être envahissante, menaçante. Donc on est prête à se faire traiter comme ça, à se faire harceler. Il y a un cruel manque de visibilité et de liens. Mettre des mots sur certaines choses qui nous étaient arrivées. Bonjour Emma, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment hyper heureuse de partager ce moment avec toi. Merci Solène, merci Mélanie, merci Léonce. Mel, merci Mel. Et voilà. Trop Non. officiel. Oh non. Ça y est, le monde s'écroule. Pour commencer l'interview, j'aime bien faire un peu la question des premières fois, parce qu'on a tous une histoire un peu différente avec le militantisme et les questions de genre. Du coup, je me demandais, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as participé à une manif et c'était quoi les revendications ? Je pense que j'avais 8 ans et ma mère m'avait emmenée à une manif pour l'écologie. Alors, te dire les tenants, les aboutissants de tout ça. Ah ouais, à 8 ans, t'es pas capable de comprendre ce pourquoi tu milites. Et non, c'est pour ça qu'on voit des thérapeutes. Non, je me souviens pas, mais c'était ce combat-là. Et c'est marrant que tu démarres par cette question parce qu'avec des amis, on a fait tout un podcast qu'on n'a jamais diffusé sur les premières fois avec des questions très diverses qui tournaient autour de la première fois. Ouais. Mais c'était la première fois dans une ville de moins de 200 habitants, la première fois que tu es allé en concert, enfin que des trucs un peu Mais il devait comme être ça. trop bien ce podcast. Oui, alors c'est-à-dire que je pense qu'on était très heureux et heureuses de se retrouver. D'accord. Donc je pense que c'est pas très intéressant pour autrui. C'est-à-dire sympa de le faire, peut-être pas la peine de l'exploiter, quoi. Voilà, tout à fait. Franchement, ça me ferait quand même bien marrer, je pense. Je vais essayer de le retrouver. Mais ok, à 8 ans, donc ça veut dire que t'as grandi quand même dans une famille qui était politiquement engagée. Oui. Tu considères que ton éducation politique, elle est venue un peu plus tard par un autre cercle social ? Non, très clairement mes parents, principalement ma mère, qui est encore aujourd'hui dans beaucoup d'associations quand même, et bien engagée sur la question des droits des femmes et des minorités. Stylé. Donc je pense que c'est pas pour rien que même aujourd'hui et depuis toujours, c'est vraiment, ce n'est pas une question, c'est un droit. Donc ça m'a pas mal accompagnée et je pense que ça m'a donné une certaine assurance du fait de grandir à ses côtés et de me dire, en fait, c'est comme ça. Point. Ouais, du coup, tu as été assez vite sensibilisée à ça. Est-ce que pour toi, il y a eu aussi un moment qui t'a marqué dans le DEL de « Ah, en fait, je suis en train de capter qu'on n'est pas dans une société si égalitaire que ça et que moi, en tant que meuf, je vais devoir faire face à certaines choses ou face à certains combats. » Tout à fait. C'était en primaire. Il y avait une personne en situation de handicap qui était dans mon école et cette personne s'était emmourachée de ma personne. Et du coup, je subissais du harcèlement de cette personne, mais c'était très compliqué. Et ma mère était allée voir le directeur de l'école en disant c'est quand même pas normal. Elle se félicitait en tout cas d'avoir instauré un climat d'échange au sein de la cellule familiale pour que je lui dise
ce que j'étais en train de traverser, parce que vraiment, aucune personne de l'école ne prenait part à tout ça. Et vraiment, c'était, bah non, mais c'est un amour, c'est normal, que les garçons et les filles tombent amoureux, et c'est comme ça. Alors que quand même, cette personne en venait à se faire des violences physiques. C'était pas du tout accompagnée, et je pense que c'est la première fois où je me suis dit que chaque personne était vraiment singulière, Ouais. et que par ailleurs on n'avait pas du tout le même accompagnement pour faire face à diverses formes de violence. Là, c'était pas tant sur le sexisme en soi, et je sais Non. pas, mais tu vois, de combat, en tout cas, de différence à cet endroit-là. Oui, puis déjà chez les enfants aussi, parce Ouais. que de dire que c'est un peu genre naturel de découvrir un peu son corps, de tomber amoureux, qu'est-ce que ça veut dire quand on a 5-6 ans, et déjà à ce moment-là de pas mettre le cadre nécessaire, pas top. Et ça, je crois que c'était en CM1 ou CM2, Hmm. mais fin de la primaire en tout cas. Ouais, relativement tôt quand même de se rendre compte de ça. Bah, je pense que ça a aidé un peu au collège, pire période de l'histoire de l'humanité de chaque personne. Oui, je crois, ouais, clairement. Donc, je pense que là, d'avoir vécu, en tout cas, cet épisode un peu traumatique avant, je pense que ça a permis de mettre des armes un peu pour la suite. Et quand est-ce que tu as commencé un peu à plus t'informer, lire des pensées militantes, féministes, la question des genres? Quand est-ce que tu as vraiment commencé à être plus sensibilisée à ça et vouloir toi-même plus t'éveiller là-dessus? Je pense que ça a infusé progressivement, comme tu l'as dit. Et vraiment, je pense que ça a émergé plutôt au lycée, où je voulais faire en première avec des amis notre TPE sur la question des travailleuses du sexe à Annecy, puisque j'ai grandi de ce côté-là, autour d'Annecy en Haute-Savoie. Vraiment des personnes de 16-17 ans qui veulent aller interroger les travailleuses du sexe pour parler de leurs conditions. Le corps enseignant n'était pas d'accord. Et on l'a fait à ce moment-là sur, par contre, l'avortement. Ok. Et on est allé interroger le planning familial qui est à Annecy. On a fait un questionnaire sur les moyens de contraception dans notre lycée, et spoiler alerte, des gens avaient répondu la pilule du lendemain. Et forcément, c'était des personnes qui étaient du genre masculin. Je me suis rendu compte à ce moment-là que, encore une fois, l'accompagnement était vraiment très différent, et que à un moment donné où notre corps a vraiment changé, fin de puberté un petit peu, les parents ou les amis, à quel point ça peut être libéré de parler de tout ça, et de la charge aussi que c'est la contraception, à quel point on les fait reposer, en tout cas sur les personnes du genre féminin. Ça, c'est un truc avec... Tu pouvais parler de ça avec tes parents? Ouais, enfin ma mère. Ouais. Mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Donc ma mère elle était principalement là pour ces questions-là. Et comme elle a beaucoup incarné, je pense, la question des femmes, et aussi des histoires familiales qu'on a tous et toutes peut-être un peu traversées personnelles. Moi, on m'a offert dans ma famille une boîte de préservatifs, j'étais en 5e, quoi. Ah ouais. Peut-être c'est trop tôt, peut-être que c'est questionnant. C'est de la prévention, ça reste de la Oui, voilà. sensibilisation et de la prévention. Ouais. Et vraiment à se poser et à lire qu'est-ce que c'est un préservatif. Donc ça arme vraiment encore aujourd'hui quand j'en parle autour de moi sur comment les parents ont préparé, et à la première fois potentielle, à un rapport sexuel, etc. On n'est pas tous outillés de la même manière. De ce point de vue-là, vraiment. Et après, je pense que c'est juste monter progressivement en force sur cet angle-là, et que je fais partie d'une fratrie de 3, je suis la dernière, je suis une femme. Et du côté de ma mère, j'ai 3 cousins, c'est que des hommes. Du coup, j'ai été et la petite dernière et la seule femme. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc où, en fait, j'existe et ça se passera comme ça. Et on va essayer de prendre une place, puisque de toute façon, la place, il faut la prendre, on ne te la donnera pas. Juste pour finir aussi sur un peu cette question des premières fois, pour toi, ça a été quoi vraiment ton premier vrai engagement féministe où tu t'es sentie utile, que là, il y avait une action qui avait un certain pouvoir sur ce que tu faisais, et que ça a aussi nourri ton envie de continuer et d'avoir un peu un militantisme heureux? Non, je dirais quand même moins que plein de personnes, parce que je suis beaucoup dans l'incarnation de ce que je fais, qui fait que dès que je vois des initiatives que je trouve intéressantes, j'ai envie de m'y investir 100%. pleinement.
Je pense que c'est venu un peu plus tard quand même, quand j'étais en études sup. Après, te dire qu'est-ce que c'est, comment c'était, j'ai vraiment du mal à le définir. Après, je pense que c'est en étant dans des associations féministes, en faisant des collages ou en assistant à des rencontres et échangeant, en se donnant plutôt des tuyaux, mais plutôt en petit comité que vraiment des actions coup de poing. Après là, c'est vrai qu'avec Shisetsu, ça a aussi donné une tournure concrète d'incarner. Et ça, pour le coup, c'est très récent, mais moins à le porter moi-même parce que je pense qu'il y a des questions de légitimité. On va en parler aussi, ouais, la question de la légitimité. Et qu'en fait, ce que je trouve magnifique, mine de rien, c'est notre capacité à s'organiser. Et qu'en fait, il y a plein d'initiatives qui sont déjà existantes et je trouve que des fois, se démultiplier, c'est être moins puissante. Et en fait, plutôt encourager celles qui sont déjà présentes plutôt que de recréer. Oui, de fédérer plutôt, en fait. Ouais. On va parler un petit peu de parité quand même dans ce podcast parce que y a l'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes qui ont publié leur dernier rapport en mars 2025 et ça parle de l'évolution de la parité dans la culture. Les SMAC, c'est des salles de musique actuelles. Elles font partie des structures qui sont encore majoritairement dirigées par des hommes. À noter quand même la petite progression qu'il y a eu parce qu'en 2012, il y avait seulement 12% des structures qui étaient dirigées par des femmes. Et aujourd'hui, on est autour des 20%. C'est mieux, mais c'est peu. Est-ce que toi qui bosses dans la production et qui bosses quand même dans ce milieu-là, le monde de la musique actuelle depuis un petit temps, est-ce que tu as quand même connu des moments de grande solitude en tant que meuf ? Ou est-ce que tu as aussi vu une évolution ces dernières années ou un autre regard ou une autre attention portée sur la parité dans ce milieu-là ? Ah bah oui, complètement. Hein. Dès que une instance telle que l'État définit des critères pour agir qui permet d'avoir des subventions, les gens bougent ou les gens ont envie de au moins cocher une case. On a pu le voir avec la question des VHSS, donc violences et harcèlement sexiste et sexuel, où pour avoir des subventions du Centre national de la musique, il fallait être formé à ces questions-là, notamment sur les postes de direction, mais qui sont des formations d'un jour, mais qui sont incarnées encore une fois par les mêmes personnes qui sont déjà débordées. Donc en fait, la question de la mise en œuvre derrière est-elle la plus pertinente ? Je ne pense pas. Et qui sont des personnes pas vraiment sur le terrain ou dans le faire et qui peuvent être aussi éloignées de la mise en œuvre et de ces violences. Je pense que le secteur bouge beaucoup trop doucement à mon sens. Mais vraiment, je trouve que c'est rafraîchissant. Toutes les personnes qui travaillent pour que ça change aussi. Qui travaillent pour que ça change, mais même les personnes, les plus jeunes personnes qui arrivent, en tout cas dans les salles de musique actuelles, se posent ces questions-là de discrimination en tout genre, ne sont plus du tout d'accord pour que ces choses-là existent et soient subies ou induites. Ouais. Enfin, on le voit vraiment aujourd'hui, même dans les rencontres ou ce genre de choses, que ce soit un homme cis cinquantenaire qui parle de la situation versus une personne qui a 25-30 ans, le regard est pas du tout le même. Donc ça, c'est réjouissant. Et après, même là, dans les 20%, est-ce qu'il y avait la part de co-direction ? Non, c'était que de la part de direction. Enfin, en tout cas, ce qui était vraiment précisé pour les SMAC. Parce qu'après, tu as tout ce qui est structure culturelle en mode spectacle vivant, ce qui est subventionné ou pas, ce qui est public, ce qui est privé. Mais en tout cas, sur les structures subventionnées et les SMAC, c'était vraiment la direction, les postes à direction. Sur toutes les structures qui étaient citées, franchement, les SMAC, c'était les pires quand même, qui ont vraiment le moins évolué, qui partaient sans doute de plus bas, parce que 12% il y a 10 ans, c'est quand même vraiment, vraiment que dalle. Mais c'est vrai que ça reste quand même un environnement qui est majoritairement masculin dans les prises de décision. Et c'est pour ça que je me dis, mais toi, peut-être que quand tu vas, je sais pas, dans des grands rassemblements, tu vois, là où tous les dirigeantes des SMAC vont, tu vois, genre un peu réseau professionnel. Est-ce que t'as eu des moments comme ça où t'étais là et s'il y en a pas eu, tant mieux, de ouf, ça veut dire que les choses elles avancent, tu vois, mais où il y avait un peu du sexisme ordinaire et puis trop d'hommes
Ah bah complètement. Ou trop d'hommes qui vont t'expliquer ton métier, tu vois, alors que c'est quelque chose que tu pratiques tout autant qu'eux et qui était tout autant compétente que eux, quoi. Ah bah vraiment complètement. Et puis en plus avec le côté expérience. Donc voilà que je t'étale mon Mon savoir, savoir. ouais. Et vraiment, je suis outrée qu'aujourd'hui, on ne réfléchisse pas au panel et à la question de la représentation. Moi, une fois, ça m'a vraiment outrée. On avait un campus étudiant dans le lieu où je travaille et on parle toujours de la question des élèves, mais qu'en fait, les femmes ne sont pas représentées dans les cursus universitaires et qu'en fait, il n'y a pas de musiciennes à la base. Bah là, vraiment, concrètement, il y avait plein d'écoles de musique de la région. Et concrètement, je pense que 60% c'était des femmes. Donc, qu'on me dise après que ces personnes ne peuvent pas être professionnalisées, c'est un non. Bah, c'est toujours la même chose sur ces rapports d'égalité. Tu as une majorité de femmes dans la période des études et des diplômés, mais une majorité des mecs qui ont un travail et qui sont rémunérés et qui ont une reconnaissance de leur travail. Il y a plein de facteurs qui font que on arrive jusque-là, parce que je pense qu'il y a autant une sorte de sexisme intégré, discrimination intégrée. Je pense aussi que c'est un univers qui peut être super violent psychologiquement pour les meufs et que du coup, ça amène à travailler ailleurs ou à un peu abandonner ce genre de poste. En tout cas, j'avoue que pour les SMAC, j'étais un peu là en mode « Hé, venez, on peut mieux faire ». Bah, on peut carrément mieux faire. En plus, c'est les structures qui font partie des labels de l'État qui sont le moins financés aussi. Donc forcément, c'est aussi plus dur parce que moins de financement, donc économie de bout de chandelle tout le temps avec des personnes qui sont multicasquettes fois 12, contrairement peut-être à une organisation du travail qui est beaucoup plus verticale dans des grosses institutions, mais bon, qui permettent aussi la mise en œuvre ou en tout cas des postes dédiés sur certaines questions. C'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, il moi, y a une question de moyens, quoi. quand j'entends des discours comme je ne connais pas de technicienne, je ne connais pas de femme artiste, j'aimerais qu'on puisse solliciter tel prof pour être relais sur cet événement et qu'en fait j'entends que des noms d'hommes, je suis un petit peu alertée sur ces questions-là, dire oui mais en fait cette personne, cette femme, elle a déjà joué 150 fois, bah ouais mais en fait c'est pas grave, ça construit d'autres imaginaires et peut-être que ça continuera de faire grandir d'autres personnes. Comme j'en parlais au début de l'épisode, donc tu diriges l'antenne Shiseido à Lyon. À tes côtés, il y a aussi Camille Viguier et Lucille Joulier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a été déclencheur du fait que vous preniez ça en charge et puis comment vous avez un peu créé tout ce tissu social dans la sphère lyonnaise? Eh bien, c'est encore une fois les univers parallèles de nos métiers et nos côtés militantisme et intéressés. C'était vraiment un apéro canapé comme celui-ci, vraiment quelque chose de somme toute très ordinaire, où en fait, il y a 3 ans maintenant, il y avait eu une rencontre chez Setso où j'étais invitée comme qui de droit et il y avait rien qui avait été fait pendant 2 ans. Et moi, par ailleurs, en septembre 2024, moi, c'était vraiment trop pressurisant ma vie professionnelle. Donc, j'ai décidé de laisser tomber tous mes engagements associatifs en dehors de mon travail. Parce que j'avais vraiment besoin de temps pour moi et de souffler et de retrouver du fun par ailleurs. Donc j'ai abandonné tout ça en me disant bah, je prendrai une autre place. C'est pas parce que je ne suis pas dans le tissu militant que je ne peux pas trouver une place en étant spectatrice ou publique de ces événements-là, mais être moins dans le faire. Oui, la part de la culpabilité de ne pas faire, alors que en fait, tout ne repose pas sur nos épaules et on est légitime aussi de choisir de se reposer et de préserver sa santé mentale. Et de soutenir, tout simplement. Et du coup, juste avant que Garance Samieux, qui travaillait également au Périscope, s'en aille pour de nouvelles aventures contrées en dehors de
de la région qui avait cette antenne et qui est une amie. Je lui ai demandé un peu où est-ce qu'elle en était là-dessus et j'étais avec Camille Viguier et on était toutes les trois et c'était l'hiver janvier 2025 et vraiment je me suis dit tiens, ça fait 4 mois que je fais rien, let's go, allons-y, ça permettra vraiment de prendre place là-dedans. Donc ça s'est fait vraiment comme ça et ça s'est fait vraiment en 48 heures à quel point Lola et Garance qui étaient co-antennes nous ont profilé le bébé très très vite. Donc nous on n'a pas eu le temps de dire ouf, hein, ça s'est vraiment fait de manière très très informelle et nous on s'est vraiment dit avec Camille et Lucille, on a envie de favoriser la rencontre parce que c'est ça la mission de Shisetsu, c'est vraiment la mise en réseau et justement en fait on sait bien que créons nos propres ramifications comme peut le faire le Boys Club et en fait de s'entraider à ces endroits-là en faisant corps tous ensemble. Et du coup, on a créé une première rencontre. Et là, spoiler alerte, on aimerait bien, on est en train de réfléchir pour en faire une seconde. Et du coup, on s'est dit, déjà, présentons qu'est-ce que c'est, l'annuaire majeur, où n'importe quelle personne, femme ou minorité de genre peut s'inscrire. C'est un annuaire en ligne gratuit, un peu comme un Linkehell, un peu de la musique. Et quand quelqu'un te dit, je ne connais pas une personne pour faire de la technique, tu peux tout simplement lui envoyer le lien vers cette magnifique annuaire, un travail de ressources méticuleux en disant, tu mens. Ça existe. Tu as le choix. Nous sommes là, en fait. Vous pouvez arrêter de marcher à côté de nous. Nous ne sommes pas des rails de train séparés. Nous vivons ensemble dans cette société. Et de mettre en avant les initiatives locales avec les Canutes, vous, les Ronces, les Volumineuses, enfin vraiment collectif Schlag, etc. Enfin vraiment plein d'initiatives locales parce qu'en fait... ces initiatives sont complémentaires, apportent d'autres choses et nous, c'est vraiment un travail de mise en réseau de tout métier confondu et de tout branche de la musique, en tout cas esthétique musicale. Donc c'était ça et après de piapiater quoi. Hein. Ça pour moi c'est des événements militants joyeux aussi où on sait que on vit tous la même chose et les mêmes barrières sociales ou les mêmes barrières face au sexisme et que du coup je trouve que c'est un moment de réflexion mais c'est un moment de réflexion dans la joie aussi et le partage de ressources et juste se soutenir émotionnellement de allez, on connaît ces galères-là mais c'est possible de créer autre chose et c'est possible de créer ailleurs et c'est possible de créer avec d'autres gens donc vraiment le fait que ça existe sur Lyon c'est... Je sais pas si c'est un miracle dans le sens où il y a des personnes qui accordent du temps à ça parce que c'est du temps et c'est pas du temps qui est rémunéré, c'est un engagement et c'est tellement nécessaire pour nous tous que vraiment que de la reconnaissance envers les personnes qui tiennent Shisetsu Lyon. Donc déjà un grand merci pour ce qu'il y avait eu cette journée-là. Et justement, je voulais en parler parce que au dernier event, il y avait la thématique de la légitimité. Et alors, c'est quand même un vaste sujet, la légitimité, surtout dans les questions de genre, les questions féministes, parce que quand on parle de légitimité, on parle d'avoir le droit d'exister, d'avoir le droit d'exister dans l'espace public, de pouvoir créer. Et c'est quand même une question qui n'est pas si anodine que ça, parce que si on revient en arrière, mais genre vraiment, vraiment en arrière, pendant le siècle des Lumières, il y avait une pensée dominante qui était que, en gros, c'était que les mecs qui étaient voués à avoir une certaine rhétorique et du coup qui étaient aptes à apprendre et qui étaient aptes à concevoir et pouvoir prendre un espace public, alors que les meufs, c'était les êtres de passion et elles ne pouvaient que ressentir, prendre soin et s'occuper du foyer. T'es sûre, tu parles du siècle des Lumières, là? T'es sûre que c'est pas hier que t'as vu ça? Pensée naturaliste de l'époque. C'était super. Quand je disais ça il y a quelques mois, je me suis dit, oh tiens, est-ce que ça a beaucoup changé? Fort heureusement, un tout petit peu, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un certain héritage face à ça. Quand je disais ces bouquins-là, c'est ça qui me faisait trop marrer. Je me suis dit, mais ok, eux, ils le disent et ils l'assument encore plus vulgairement à cette époque-là. Là, je me suis dit, ok, on s'est émancipé de la pensée naturaliste, on s'est dit, finalement, il n'y a peut-être pas vraiment un Dieu qui décide de certaines choses, mais il y a quand même une reproduction sociale et un héritage qui fait que la légitimité, j'ai l'impression que c'est qu'une question pour les meufs et pour les minorités, qu'un gars, il va jamais se poser la question de « est-ce que je suis suffisant ? Est-ce que je suis légitime de créer ça ? Est-ce que je suis légitime de prendre
place, en fait, dans l'espace public. Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà ressenties ou que tu as dû déconstruire aussi certaines choses? Tu vois, toi, dans ton parcours, cette question de la légitimité, elle a eu quelle place pour toi? Comment j'ai déconstruit ça Je te rejoins sur la question de, en fait, se retrouver. Et par exemple, quand on a proposé l'événement Shisetsu, enfin vraiment, ça s'est fait de manière très informelle au début. Et puis après, on a dû sortir la com, je sais pas, 2 semaines à l'avance. Et il y a eu quand même 120 personnes qui s'étaient inscrites et 80 personnes qui sont venues. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, se dire, OK, en fait, la question de se regrouper et s'organiser pour ensemble lutter contre le sexisme dans la musique, ça fait écho à plein de personnes et du coup ça par exemple c'est hyper chouette. Après la question de la confiance et de la reconnaissance de mes pairs, je pense que ça a beaucoup aidé dans la question de la légitimité. J'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes dans mon parcours professionnel qui m'ont fait confiance et qui m'ont soutenue dans des choses que je n'avais jamais faites. Quand c'était des nouvelles choses, ces personnes étaient là, bah, tu vas t'en occuper. Et j'étais là, oui, bien sûr. Et j'étais genre, ok, super, je vais jamais y arriver. Et en fait, ça se passait et c'était pas parfait, mais ça se passait. Et du coup, bah, ça permettait de me dire, ok, ça va, en fait, c'est possible. Et ça, petit à petit, ça m'a vraiment beaucoup aidée et d'être avec des personnes extrêmement bienveillantes et d'avoir, je pense, aujourd'hui, eu l'opportunité aussi d'avoir travaillé avec des gens qui étaient des amis aussi Ouais. et qui sont devenus des amis. Je pense que ça m'a permis d'évoluer dans ce cadre bienveillant tout en montant en compétences sur ces aspects-là et aujourd'hui de me sentir assise en tout cas sur certaines compétences tout en continuant de m'informer en parallèle et de me dire ok bah laisse go et ça va y aller. Et par contre tu vois sur la légitimité, enfin moi la rencontre Shisetsu c'était hyper dur. Ouais, ok. Parce que à ce moment-là, j'ai eu un énorme conflit de légitimité. J'ai passé beaucoup de ma soirée le plus possible derrière le bar parce que Tu te sentais pas légitime d'avoir mais ce pas du rôle-là tout, dans Shiseido? pas du tout à ce moment-là. Enfin, Ah c'était ouais. par exemple moi, j'ai un très mauvais souvenir de la soirée. Heureusement que Camille et Lucille, elles étaient là au débrief. Ah ouais, Enfin, qu'est-ce que... j'étais contente de l'initiative et que ça marche, mais j'étais pas du tout à l'aise dans ma place et le fait d'incarner L'assaut. ce changement, l'association, enfin voilà. Mais c'est ça la force d'être co-antenne et de le faire à 3 et de se dire en fait on a toutes des profils différents et des moments de charge de travail qui sont différents et de se répartir aussi ces questions-là. Mais c'est quand même grâce à vous trois que ça existe et que c'est là. Je pense que c'est plus, ça te met plus dans une position où on a de la reconnaissance pour toi que ce truc de ah tu as cette responsabilité et voilà ce que tu représentes donc t'as intérêt à pas te planter, tu vois. Oui, mais regarde, là, tu vois, c'est facile pour les autres. C'est ça la légitimité, en fait. Oui, je comprends que t'as le syndrome de l'imposteurice avec ça, ouais. Et après, j'essaye de la travailler tout le temps avec les personnes que j'accompagne, bénévoles, personnes en cursus d'apprentissage ou collègues qui sont avec moi et d'essayer de faire en sorte que les personnes se rendent compte que le monde est méchant. Déjà, et qu'en fait, on peut pas changer le monde parce que sinon, on va être une petite goutte d'eau dans cet univers, même si c'est tout ce que nous sommes, mais de se dire, par contre, allons-y et il faut se faire confiance sur des choses qui sont de l'ordre de l'acquis et de l'inné et qu'on est capable. S'informer, militer, travailler, c'est un petit peu notre quotidien. Est-ce que tu arrives, toi, à te mettre une certaine limite dans tes engagements sans pour autant avoir une montagne de culpabilité? Est-ce que tu arrives à poser tes limites un petit peu? Maintenant, oui. Plus, mais parce qu'en fait, je trouve que je m'impose aussi des exigences de travail. Je pense comme beaucoup de personnes, j'ai envie que les choses soient bien faites et que les personnes se sentent bien. Et du coup, je m'impose des exigences où des fois, je devrais lâcher prise. Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments où je suis arrivée à une surcharge et j'ai pu décharger de plein de manières différentes.
plus ou moins saine, plus ou moins efficiente, plus ou moins réelle aussi. Parce que je pense qu'il y a un moment donné où tu dis que tu as vidé ton sac et qu'en fait, c'est bon, c'est reparti, mais en fait, que tu mets rien en œuvre pour te protéger. Ouais. Et du coup, se plaindre, c'est super. Nos chers amis, les hommes, sont très forts pour le faire, mais apprenons à faire autrement et différemment. Je pense que ça a démarré petit à petit déjà par verbaliser que ça faisait beaucoup et de dire non et de dire qu'en fait c'était ok d'être en slip chez moi pépouze comme le commun des mortels et de pas avoir cette espèce de FOMO d'être Oui, parce qu'en plus quand tu bosses dans la culture, il y a quand même un truc de devoir être un peu partout tout le temps, de connaître tel concert, tel event, enfin ça fait partie de ton travail aussi de devoir être au courant de ce qui se passe pour mieux programmer, mieux produire et tout. Mais du coup, moi, je trouve que c'est là où la limite, elle est pas hyper claire quand même. Où est-ce que s'arrête le travail et l'intime et ce pourquoi tu fais certaines choses? Parce que des fois, maintenant, il y a aussi des moments où tu es là, tu fais un concert pour le kiff et pas pour te dire de OK, je vais là parce que peut-être qu'il faut que je réseaute pour telle chose. Enfin, tu vois, ou dans un but précis. Oui, ça depuis longtemps. Et après, je trouve aussi quand tu bosses dans un lieu, c'est aussi beaucoup plus difficile de t'en extirper et même aller travailler au quotidien pour la mise en œuvre d'activités de soutien des artistes, de promotion des artistes ou de la scène locale ou internationale, etc. Ou défendre des projets avec des valeurs qui lui sont propres comme chaque projet associatif. Mais déjà, avoir envie de rester aussi à des concerts, mais d'avoir des personnes qui restent dans ton cercle de milieu de travail et qui forcément te posent des questions à toi parce que tu es omnisciente pour le reste de la société. Ça, c'est dur. Aller voir des concerts des fois à Lyon en étant identifié, c'est aussi pénible parce que les gens viennent te parler de trucs que t'as pas envie. Donc déjà, moi, des fois, j'arrive, en tout cas plus aujourd'hui, à dire bah là je suis avec des amis ou là enfin je ne travaille pas ce soir. En fait, je pense qu'il y a aussi toute cette période Covid, Bataclan. Enfin en fait, on accueille quand même un moment difficile et en fait faire la fête et être juste une personne parmi tant d'autres et être dans la foule et être dans le concert et d'être public et en fait ce pouvoir de se retrouver et de faire fusion dans un moment entre une œuvre et un public, en fait ça je trouve que c'est hyper important et moi c'est une des raisons pour laquelle je travaille dans ce secteur, c'est qu'en fait je l'ai dit, la société, c'est pas très joli. Et du coup, pouvoir offrir à des personnes des moments de respiration à plein poumon et travailler à ça, moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est vraiment la rencontre avec le public. Et c'est ça que j'aime dans mon métier. Mais ça vaut aussi, je crois, pour moi. Et de devoir aussi le témoigner en disant je suis que ça. Et après, par contre... j'aime beaucoup aller dans des endroits où je suis personne, mais plus t'es là ou plus t'es identifié dans certaines choses et aussi des fois prendre du recul, laisser la place et en conclusion, dire aux autres qu'en fait ce n'est plus ton temps de travail, dire aux autres que d'accord, mais même ça vaut pour plein de personnes que j'ai rencontrées qui sont accompagnement d'artistes, tourneurs, managers, bookeuses ou voilà et qui sont les artistes où écrivent le week-end ou les soirées ou en fait, les personnes qui sont intermittentes, en fait, c'est pour eux la question du travail. Et en fait, c'est des personnes qui sont aussi, elles peuvent faire comme elles peuvent, mais aussi, en fait, c'est pas parce que quelqu'un te contacte que tu as dans l'immédiateté de répondre. Tu peux répondre le lendemain à 9h. En fait, c'est pas grave, tu peux répondre dans ton temps de travail. Enfin, c'est OK. Il y a ça aussi, à quel point c'est une urgence. Mais je crois aussi que ça rejoint un peu la question de la légitimité, tu vois, parce que peut-être que nous, les meufs, on va avoir tendance à encore plus se tuer à la tâche, entre guillemets, parce qu'on parce qu'on se sent pas légitime, parce qu'on nous fait croire qu'on ne l'est pas. Et du coup, ça demande un dévouement au travail qui est différent ou qui est plus intégré ou automatique que les mecs qui vont faire le même taf que nous, quoi. Et que du coup, que la santé mentale, on est en mode, de toute façon, les bros, nous, on a l'habitude de se prendre une putain de charge mentale dans la gueule et de devoir gérer avec. Et du coup, il y a une forme de résistance qui fait qu'on accepte des trucs que, en fait, les mecs,
ils auraient aucune culpabilité, ils auraient même aucune pensée de faire ce qu'on fait en fait, tu vois. Donc je pense que ça va aussi avec peut-être cette question de la légitimité, de savoir mettre les limites dans son travail et dans se préserver, quoi. Oui, complètement. Et d'apprendre à dire les choses et en se disant qu'on reste vrai. Et si tu parles de toi, comme la communication non violente, petit cœur là-dessus, mais vraiment de dire, en fait, si tu parles de toi, que là, c'est pas le bon moment, même que t'es pas prêt à réceptionner ou qu'il y a trop d'infos ou quoi que ce soit, même dans une période de rush au travail, de dire, bah, en fait, je suis désolée, mais là, je ne peux pas aider, j'ai un engagement personnel ou même je ne peux pas aider, point. Parce qu'en fait, un mec, par exemple, ne justifierait pas. En fait, c'est comme ça, quoi. C'est trop, là, pour moi. Ça fait même trop d'infos. C'est trop de stress. Je vais juste boire un café, fumer une clope. Je sais pas, faire un tour de quartier. Moi, c'est ma spécialité, par exemple. Aller à l'escalade, et puis tout va bien se passer, Voilà. quoi. Je voulais aussi parler un tout petit peu de la précarité, de ce que c'est que de travailler dans la culture. Oui, alors ça nous fait un peu tout rire, mais est-ce que toi, t'es plutôt de la team bah ça a toujours été comme ça, et puis ça sera toujours comme ça en soi, c'est précarisant de travailler dans la culture, ou est-ce que tu remarques aussi que ces dernières années, c'est vraiment de plus en plus dangereux, et il y a une normalisation du travail gratuit, et vraiment en mode allez les copains, allez les copaines, sortez dans la rue, il faut se battre, parce que là, ça devient vraiment plus précarisant que ça ne l'était déjà de base, quoi. Je pense que la filière s'est vraiment beaucoup professionnalisée, donc il y a quand même beaucoup plus de personnes, beaucoup plus, j'en sais rien, mais en ressenti, il y a beaucoup moins de personnes qui sont bénévoles, beaucoup plus de personnes qui sont rémunérées, ou en tout cas même on l'a vu dans les formations qui existaient pour tous les métiers administratifs autour des secteurs de la culture. Donc, je suis pas sûre que ce soit plus bénévole aujourd'hui. Par contre, il n'empêche que on est dans le milieu associatif, qu'on est des structures qui sont précaires, qu'aujourd'hui, vu le taux d'inflation qu'on se prend dans la gueule, vu le découpage budgétaire qui est fait et cette société qui ne fait que donner encore aux plus riches et qui est totalement inégalitaire, en tout cas d'un point de vue pécunier, pour parler de la précarité. En fait, à Paris, il y a une majoration qui existe parce que c'est Paris et qu'il y a une inflation à Paris. Je pense pas qu'avec l'ère Covid, où il y a plein de gens de Paris qui sont venus s'installer dans d'autres grandes villes, Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille, aujourd'hui, il y a une majoration qui soit faite déjà pour nos salaires. Pour parler de Lyon, ça n'existe pas, alors que on l'a bien vu à Lyon, l'immobilier, même le coût de la vie, tout coûte beaucoup, beaucoup plus cher déjà, alors que nos salaires évoluent pas forcément, mais aussi parce que nos structures culturelles n'ont pas leur budget de subvention qui sont indexés aussi pour pouvoir prendre en charge aussi et suivre l'inflation, parce qu'en fait, nos budgets de subvention sont aujourd'hui que sur des projets et pas sur du fonctionnement des équipes, donc ça pérennise rien et ça conforte dans ce sentiment d'insécurité globale. Ouais, parce que ça demande du coup pour survivre, tu dois forcément t'adapter aux projets qui sont subventionnés, donc un peu l'ADA politique choisie par la région ou par le ministère. Donc c'est encore plus inquiétant aussi du coup vu sous cette forme-là, parce que du coup l'indépendance des structures... Je pense qu'on est tout autant précaire malgré le fait que la filière se soit professionnalisée et qu'il y ait quand même des postes. Après, on est moins, le budget de la culture, du ministère de la Culture, c'est moins d'1% du budget de l'État. Il y a une partie des recettes des taxes de billetterie qui vont à Bercy et au ministère de l'Économie et qui ne sont pas reversées au ministère de la Culture. Donc ça pose des questions sur, en fait, c'est bien beau de faire des zéniths avec Taylor Swift, mais en fait, c'est pas redispatché dans l'économie globale et ça revient pas au SMAC, etc. Donc en fait, la force de frappe est tellement diffuse qu'en fait, c'est décourageant, mais des fois, on est battante. On arrive presque à la fin de cette interview. Du coup, est-ce que tu aurais des tips ou des recos à faire quand on doit expliquer en quoi le militantisme, c'est quand même un truc qui est nécessaire au progrès ? Je pense que le militantisme, à mon sens, est important parce que ça permet de se sentir moins seul dans cette société anxiogène. Oui. Donc rien que pour ça, c'est une bonne raison de prouver le sens de ce qu'on fait et de se sentir moins esseulé parmi tout ça, et ça conforte dans le fait de continuer de porter
certaines causes et de faire un peu la convergence des luttes. En ce sens que ça permet de créer des belles amitiés. C'est vrai. Et qu'on parle beaucoup des relations amoureuses, mais qu'en fait, celles les plus importantes dans la vie, je pense que c'est quand même les relations... des amitiés, ouais. Non, pour l'amitié, se sentir moins seul, vraiment 30 millions d'amis, quoi. Et de porter des combats parce que faut sans cesse se remettre en question aujourd'hui, je pense. Oui, puis si on le fait pas, personne le fera et que c'est juste les personnes les plus hauts dans la domination sociale qui en profiteront toujours. Et à bas les privilèges. Pour finir cet épisode, je vais quand même faire un petit point de dinguerie politique. Alors, l'avantage de l'ère macroniste, c'est quand même qu'on ne manque pas de sujets et croyez-moi, les heures passées sur le site de l'Assemblée nationale sont plus ahurissantes qu'ennuyantes et en vrai, je conseille fortement. C'est quand même assez fun. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du programme 137. Est-ce que tu sais ce que c'est que le programme 137, Emma ? Non. Donc le programme 137, en gros, c'est les actions qui sont mises en place par l'État pour combattre les VHSS. Et en 2024, le budget de ce programme-là était de 101 millions d'euros. En 2025, on s'est dit, finalement, ça va mieux, donc baissons le budget et passons-le à 85 millions d'euros. Il est évident que 101 millions ou 85 millions, c'est absolument pas suffisant parce que ça va de comment lutter contre les VSS, mais aussi contre l'inégalité homme-femme dans le monde du travail, comment former la police à recevoir les plaintes. Voilà, je ne dirai pas mon avis là-dessus, mais du coup, c'est évident qu'il faut beaucoup plus de moyens que ça. Donc, ça a pour conséquence de créer une vraie précarité pour celles qui font vivre les plannings familiaux, les permanences des juristes, les espaces d'accueil pour les victimes. C'est donc essentiel de continuer de s'informer, de militer. Et pour celles et ceux qui ont les moyens de financer ces structures, vous pouvez trouver toutes les infos soit sur le site de l'Assemblée nationale pour les plus passionnés de politique, et sinon vous pouvez aller sur le site de la Fondation des femmes qui référence toutes les associations qui auraient besoin de financement. Pour finir l'émission, on fait un petit point un peu plus good vibes. Est-ce que tu aurais des petits trocos ou envie de faire un coup de com'? Oui, je conseille d'aller regarder le site Paye ta note qui référence des petites remarques sexistes comme on aime. Et également de suivre toutes les actions des ronces parce que c'est des super personnes. Et mon com se portera donc sur les ronces. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette interview. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup appris. Merci pour tout.